Virginie Giraud est une spécialiste dans son domaine. Alors, tout d'abord, pour résumer son cursus, elle est docteure en histoire, elle est diplômée donc, de l'université de la Sorbonne. Mais depuis 10 ans, elle conduit des recherches sur l'histoire des femmes et de la sexualité. Et dans un premier temps, elle s'est spécialisée aussi sur tout ce qui concerne la Rome antique. Alors, elle est l'auteur d'un ouvrage en 2013, qui est celui-ci, dont Patrice vous a parlé, qui a été publié chez Taillandier, et un autre en 2015 sur Agrippine. Et elle m'a dit qu'elle préparait, si tout va bien, pour 2017, un autre ouvrage sur une femme bien connue, pas tellement dans l'Antiquité cette fois-ci, qui est à la, on va dire, à la frontière entre l'Antiquité, on va dire, et le Haut Moyen-Âge, c'est sur l'impératrice Théodora. Voilà. Donc, elle a participé aussi à l'université populaire de... Enfin, elle participe toujours d'ailleurs à l'université populaire de Caen, qui a été fondée par Michel Onfray, que certains d'entre vous peuvent connaître aussi. Elle a participé également à de nombreuses émissions telles que Secret d'Histoire sur France 2, ou éventuellement à la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Voilà, elle donne aussi de temps en temps des conférences, même relativement souvent, dont ce soir. Et donc, sans plus attendre, je lui passe la parole. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. En plus, vous êtes venus très nombreux, donc ça fait toujours plaisir de ne pas être laissé le salle vide. Donc ce soir, on va devoir accélérer un petit peu ce qui était prévu. Donc je vais essayer de faire la conférence dans un délai de 45 minutes à peu près. Ce qui va être compliqué, mais on va essayer. Et laisser un petit délai ensuite pour les questions si vous en avez. Mais comme je reviens dans pas longtemps au Café Histoire, au pire, comme on disait tout à l'heure, on pourra continuer les questions à la prochaine séance. Donc faites-moi des signes si jamais je parle pas assez fort. Non, c'est bon ? C'est parfait. Donc, la conférence d'aujourd'hui est consacrée à Auguste, donc le premier empereur de l'Empire romain. Avant, il n'y avait pas d'empereur. Je rappelle que Jules César n'a jamais été empereur. Et cette conférence va aborder l'histoire politique de Rome à travers les coulisses de l'histoire et les femmes. Et donc j'ai intitulé cette conférence « Les femmes fatales », évidemment, parce que toutes ces femmes qui entourent Auguste vont lui poser un certain nombre de problèmes. Évidemment, les femmes posent toujours problème. Aux hommes, c'est bien connu. Ne riez pas, messieurs, hein, c'était... Joker. Alors, on commence par un petit peu de chronologie, donc très très simple. Donc, notre futur empereur Auguste s'appelle Caius Octave. Il est né le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ, d'un père qui s'appelait Caius Octavius et d'une mère, Attia, qui était une mère particulièrement intéressante parce qu'elle était la nièce de Jules César. Et ça, c'est toujours très sympathique quand on a envie d'une carrière politique. Donc Jules César, qui va devenir dictateur le 10 janvier 49 avant Jésus-Christ. Donc je rappelle que Jules César n'a effectivement jamais été empereur à Rome, il était dictateur, ce qui correspond à un statut politique bien particulier, puisqu'il avait en quelque sorte les pleins pouvoirs pendant un temps limité pour régler des problèmes politiques, puis il est devenu dictateur à vie, ce qui commence à ressembler à une forme de tyrannie et ce qui plaît beaucoup moins aux Romains. De fait, il est assassiné aux îles de Mars en 44 avant Jésus-Christ et son testament est ouvert et son petit-neveu Octave va devenir son héritier. Octave, qui a une certaine ambition politique quand même, va fonder l'année suivante le second triumvirat avec Marc-Antoine et Lépide. Tous les trois se partagent le monde romain, ou plutôt Marc-Antoine et Octave se partagent le monde romain puisque Lépide en réalité n'a pas beaucoup de poids là-dedans. On continue un petit peu la chronologie. Donc, qui n'est pas encore Auguste, Octave va se marier avec une femme qui s'appelle Scribonia. Il va avoir avec elle son seul enfant, Julie. Il va répudier Scribonia le lendemain de la naissance de sa fille pour épouser une autre femme, Livie, qui restera son épouse jusqu'à la fin de ses jours. Nous sommes en 38 avant Jésus-Christ. Donc, pendant cet intervalle de temps, Marc-Antoine et Octave s'entendent de plus en plus mal. On va aboutir à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère. Octave devient le maître du monde romain. Peu de temps après, Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident. Et le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, Octave devient enfin
Auguste, le premier empereur de Rome, et c'est là que vont commencer les vrais problèmes pour lui, puisqu'il va vouloir fonder sa dynastie, et ce n'est pas très facile quand il n'y a pas beaucoup d'hommes dans sa famille. Donc voilà, on va commencer cette histoire d'Auguste en passant en revue toutes les femmes qui l'ont entouré une par une. Donc on commence par la première, la mère, Atia, la mère suffisamment bonne, comme ça vous savez tout ce que j'ai Winnicott en plus, hein, je suis branchée psychologie. Donc Atia, qui a, comme je vous disais, ce bon côté d'être la nièce de Jules César, ce qui est quand même un atout assez précieux. En fait, Octave n'a jamais été très très fier d'être le fils de son père. Selon les sources anciennes, on raconterait même que le père d'Octave était un simple marchand, quelqu'un d'une pas très haute naissance, donc il ne s'est jamais vraiment vanté de cette paternité qui était la sienne. Et donc il a trouvé un autre père, heureusement, ce qui était plus pratique pour lui dans le but de sa carrière politique, c'était César. Donc Jules César a adopté Octave par son testament, et au lendemain de la mort de Jules César, Octave devient le fils de Jules César. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour revendiquer sa filiation politiquement. En outre, Jules César va être divinisé assez rapidement après sa mort, et vous imaginez que quand on a une certaine ambition politique, quand on veut devenir le chef de Rome, être le fils d'un dieu, c'est quand même passablement intéressant. Ça vous met un petit peu au-dessus de la mêlée quand même, quand vous avez des ambitions politiques. Mais il va apparaître, autour de la naissance d'Auguste, une autre légende, qu'Atia ne pourra pas démentir parce qu'elle est morte assez jeune. On va se mettre à raconter qu'en fait, le véritable père d'Auguste, ce n'est pas Caius Octavius, c'est Apollon, un dieu. C'est tellement mieux. C'est encore mieux que Jules César divinisé. On raconte que un jour, Atia était allée dans le temple d'Apollon faire une incubation. Une incubation, c'est le fait de passer la nuit dans un temple pour pouvoir rêver du dieu, et le dieu vous donne des messages pour votre vie, des messages divins. Et là, pendant la nuit, Atia est visitée par le dieu et elle va tomber enceinte d'Apollon, et la marque qui garantit le fait que Octave soit le fils d'Apollon, c'est que le dieu s'est manifesté sous la forme d'un serpent qui aurait laissé une marque sur le ventre, sur la peau d'Atia. Donc voilà comment naît une légende. Octave va se démarquer de tous les autres en disant qu'il n'est pas n'importe qui, mais le fils d'Apollon. C'est la légende apollinienne d'Auguste qui se met en place et qui va venir compenser le côté très dionysiaque de Marc-Antoine, son ennemi politique. Donc vous voyez qu'il va très vite utiliser sa mère comme un vecteur de légitimité politique. Parce que ces légendes-là, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'Auguste lui-même, du futur Auguste, et peut-être même aussi de Lépide, qui était en quelque sorte le chef de la communication d'Octave. Donc, une mère parfaite, puisqu'elle permet de créer une légende autour de sa naissance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en 27 avant Jésus-Christ, il devient Auguste. Alors, ce terme d'Auguste n'est pas choisi par hasard. Auguste, enfin, il est Octave, et en 27 avant Jésus-Christ, il arrive devant le Sénat, il est le seul maître de Rome, et là, on va lui proposer de lui donner un surnom qui va le remercier d'avoir redressé tous ces problèmes politiques qui embêtaient Rome depuis très longtemps, puisque la guerre civile, ça faisait plus de 50 ans qu'elle durait, et ces guerres fratricides avaient vraiment mis Rome dans une situation politique très embêtante. Et là, Octave arrive et il restaure Rome telle qu'elle était autrefois dans toute sa puissance, avec un seul maître. Donc, les sénateurs le proposent de l'appeler Romulus, parce qu'il a en quelque sorte refondé Rome. Mais comme notre Octave, il est quand même extrêmement malin, il se rend bien compte que les Romains ont une haine farouche de tout ce qui ressemble à la royauté, parce que la royauté, c'est la tyrannie. Donc, du coup, il refuse ce surnom, et il en demande un autre. Et là, les sénateurs vont lui proposer de l'appeler Auguste, qui vient de augere en latin, qui signifie être au-dessus, valoir plus. Donc Auguste, c'est celui qui est au-dessus des autres, qui a une valeur supérieure aux autres. Et voilà comment est né l'Empire romain en 27 avant Jésus-Christ, avec ce surnom. Donc évidemment, refuser Romulus, c'était un geste politique fort, c'est dire non, 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 je vais diriger Rome tout seul, mais je ne suis pas un roi, n'ayez pas peur. Néanmoins, comme Romulus, il entretient la légende d'être le fils d'un dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Atia aurait eu Auguste avec Apollon, de même que Romulus et Rémus étaient nés de Mars. Et dans une villa de Bosco Trecase, c'est une petite ville qui se trouve pas très loin de Pompéi, dans le golfe de Naples, qui a été recouverte par l'éruption du Vésuve, on a trouvé ce petit graffiti dans une maison, Caesaris Augusti Femina Mater Erat, la mère
de César Auguste était une femme. C'est bien pour vous dire que la plupart des gens n'étaient pas dupes de cette petite propagande politique que faisait Auguste. Donc, en tous les cas, pour Auguste, la femme la plus simple à manier, c'était sa mère, tout simplement parce qu'elle est morte jeune et qu'elle ne pouvait pas s'opposer à l'instrumentalisation qu'il faisait d'elle. Et notre Auguste avait aussi une sœur. Alors Octavie, pour ceux qui ont vu la série Rome, j'imagine qu'il y en a plein parmi vous, Octavie, c'est vraiment la femme qui a été le plus instrumentalisée par sa famille. On la marie vraiment selon le bon gré de tous les autres. Jules César la marie à Marcellus, elle va avoir 3 enfants. Et plus tard ensuite, c'est son frère Octave qui va l'instrumentaliser pour ses besoins. Alors, après la paix de Brinde, lorsque le second triumvirat a lieu, on veut montrer que Marc-Antoine, qui revendique l'héritage militaire de Jules César, et que d'un autre côté, Octave, qui revendique l'héritage politique de Jules César, ont fait la paix. Donc le meilleur moyen de faire la paix, c'est d'avoir un mariage, une alliance familiale entre eux. Et donc, comme Octave a une jeune sœur, Octavie, il va la marier à Marc-Antoine. Et à partir de là, on va montrer à Rome que ces 2 hommes s'entendent puisqu'ils font désormais partie de la même famille et qu'ils vont travailler ensemble à diriger Rome et l'empire qui est en train de se former. Donc, notre Auguste reste en Italie pour pouvoir gérer les problèmes politiques en Italie et Marc-Antoine, lui, va partir en Grèce pour diriger la partie orientale de l'empire. Il part avec sa jeune épouse, ils vont avoir 2 enfants, les 2 Antonia, Antonia Major et Antonia Minor. Et comme vous le savez, Marc-Antoine va commencer à avoir des relations assez étroites avec Cléopâtre et à avoir des buts politiques qui s'éloignent de plus en plus de ce que veulent réellement les Romains. Marc-Antoine commence à revendiquer un certain plaisir à la royauté à l'orientale, hein, c'est-à-dire que lui il n'a pas peur de se faire passer pour un roi, mais néanmoins, pendant qu'il vit avec Cléopâtre et qu'il lui fait même des enfants, il est toujours marié à Octavie. Alors, en substance, voilà ce qui a pu se passer dans les courriers que s'échangeaient Octave et Octavie. Il faut imaginer Octave qui cherche un moyen de déclarer une guerre à Marc-Antoine, de l'éliminer, de faire de son ennemi politique pour pouvoir diriger seul Rome. Alors il faut imaginer Octave qui envoie des lettres à sa sœur en lui disant « Est-ce que ça va avec ton mari en ce moment ?» Elle qui devait répondre des lettres du genre « Oui, oui, ça va. Tu es sûre qu'il n'est pas en train de faire des choses avec une certaine reine d'Égypte ? Non, non, tout va bien, je te promets. » Parce que Octavie essaye vraiment de conserver la paix politique entre ces 2 hommes. Hein. Sauf qu'évidemment, au bout d'un moment, les choses ne fonctionnent plus et Marc-Antoine va divorcer d'Octavie pour pouvoir épouser Cléopâtre. Et là, c'est le clash entre Octave et Auguste. Et tous les 2 vont vraiment pouvoir rentrer en guerre, s'affronter pour posséder enfin Rome et l'Empire qui est en train de se former. Donc, tout n'est pas fini pour Octavie. Elle revient à Rome par la suite et là, elle devient la nounou impériale de son frère. C'est dans sa maison que vont être élevés tous ses enfants à elle, donc elle en a déjà 5, plus Iulius Antonius, qui est le fils d'un premier lit de Marc-Antoine. Un autre fils a déjà été tué, mais Antonius, lui, est conservé vivant et éduqué par Octavie. Et en plus, Octavie va récupérer les 3 enfants de Marc-Antoine et Cléopâtre. Puisque lorsque Auguste a pris la main sur l'Égypte, que Cléopâtre s'est suicidée, alors il a quand même fait assassiner Césarion, parce que bon, lui était vraiment en mesure de revendiquer le pouvoir à Rome, mais il voulait quand même faire preuve de clémence. Il s'est dit, je vais pas quand même assassiner tous les enfants de Cléopâtre, je vais les envoyer à Rome, et c'est ma sœur qui va les élever. Et voilà comment Octavie s'est retrouvée à élever toute cette marmaille au sang bleu. Donc elle était parfaite, mais elle avait cependant un problème. Dans sa maison, le souvenir de Marc-Antoine s'est perpétré, et cela va vraiment irriguer toute la dynastie des Julio-Claudiens, et ils vont être nombreux par la suite à se revendiquer de Marc-Antoine, et je pense notamment à Caligula et à Néron. Donc vous voyez comment une pauvre sœur peut être instrumentalisée également pour le pouvoir. Donc elle n'a pas posé beaucoup de problèmes à Auguste, elle, ce n'était pas une femme fatale, mais il y en avait d'autres. Nous arrivons à Livie, une de mes préférées. Alors Livie est la fille d'un opposant de Jules César, donc elle était de l'autre côté politique au moment des guerres civiles. Elle a été mariée une première fois à Tiberius Néron, qui était aussi un opposant à Marc-Antoine et Auguste, et lors des proscriptions, donc les proscriptions c'est ce moment pendant la guerre civile
où on va afficher une liste de noms sur le forum, et ce sont tous les ennemis politiques de Rome, du moins des gens qui sont au pouvoir à ce moment-là. Si vous voyez votre nom sur la liste des proscrits, en gros, vous avez 24 heures, soit pour vous taillader vous-même les veines si vous avez un peu le sens de l'honneur, soit pour fuir très très vite. Donc vous voyez que les proscriptions, c'est pas très réjouissant. Imaginez si on faisait ça aujourd'hui avec les politiques. Ce serait amusant. C'est l'humour de romaniste, hein, vous inquiétez pas. Bref. Donc Livie et son mari vont quitter Rome au moment des proscriptions avec le futur empereur Tibère, qui est un bébé à ce moment-là, et ils vont revenir à Rome après la paix de Brinde. À partir de là, Livie et son mari, qui font quand même partie de la très haute société romaine, vont être invités à des banquets pendant lesquels ils vont rencontrer Octave. Et là, Octave va tomber éperdument amoureux de Livie. On raconte même qu'il l'aurait entraînée dans une petite salle à côté de la salle de banquet. Ils sont revenus tous les deux, les cheveux un peu défaits, les joues rouges. À partir de là, c'est l'amour fou. Octave va attendre la naissance de sa fille, donc Julie, va répudier Scribonia. Bon, en vrai, politiquement, elle était plus très intéressante. Et il va obliger Tiberius Nero à se séparer de sa femme, Livie, alors qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. Il va épouser Livie, donc le mariage a lieu le 17 janvier 38 avant notre ère, et 3 mois plus tard, elle va donner naissance à son second fils, Drusus. Et pour la petite histoire, les Romains disaient « il arrive aux gens heureux d'avoir des enfants en 3 mois ». Donc, ça ressemble jusque-là à une très belle histoire d'amour. Et ça l'était certainement, mais en réalité, il y avait bien autre chose. Notre Octave agit en réalité comme Romulus. Il continue à ancrer sa légende qui le met en parallèle de Romulus et donc de roi de Rome, d'une manière subtile. Romulus avait volé la femme d'un autre homme déjà, et Octave agit de la même façon. Et ce mariage, en outre, permet de réconcilier deux bords politiques à nouveau à Rome, c'est-à-dire le bord de Livie, des anti-césariens, et le bord des césariens avec Octave. Donc encore une fois, l'idée est de montrer l'unité politique qui est en train de se former autour d'Octave. Ce mariage va durer 42 ans, c'est un exemple de longévité, des mariages qui durent aussi longtemps dans la Rome antique et encore plus dans les hautes sphères du pouvoir, c'est quand même très exceptionnel. Mais ce mariage restera stérile, ce qui sera sans doute le drame d'Auguste, puisqu'il n'aura pas de fils pour prendre sa succession. Mais néanmoins, même si elle est stérile, elle a eu quand même 2 enfants avant, Livie va devenir, pour le futur Auguste, pour Auguste, un modèle matronal. Il va ériger Livie en modèle de la femme romaine parfaite. Donc, à ce point-là, Livie, elle aussi, est instrumentalisée par Auguste. Mais Livie n'a rien d'une noix blanche. Livie, c'est une femme qui aime le pouvoir, mais c'est une femme aussi qui connaît les limites de ce qu'on peut faire quand on est une femme et qui ne va pas outrepasser ses droits. Elle agit toujours en coulisses, toujours dans l'ombre, et on raconte qu'elle aurait fait en sorte de se débarrasser de tous les héritiers qu'aurait choisi Auguste. Est-ce vrai ou pas? On peut en rediscuter. Le premier héritier qu'Auguste va choisir, c'est Marcellus, son neveu, le fils d'Octavie. Pour lui, c'est l'héritier parfait qu'il peut espérer. Il est noble, il est de son sang, il est aimé des Romains. Donc, il lui fait épouser sa fille, Julie, mais malheureusement, Marcellus va mourir très jeune. Empoisonné? Bref. Quelques années plus tard, Auguste maintenant, décide d'adopter ses 2 petits-fils aînés, Caius et Lucius César. Et, arrivés à 18-20 ans, tous les deux vont mourir, l'un de maladie sur les champs de bataille, l'autre des suites d'une blessure. Encore une fois, on va accuser Livie d'avoir fait assassiner Caius et Lucius César. Rien ne le prouve. Et enfin, Auguste va se choisir un dernier héritier, c'est Agrippa Postumus, le dernier fils de sa fille Julie. Agrippa Postumus qui a très mauvais caractère, qui ne supporte pas Livie, qui va se brouiller avec Livie et qui va finir par être relégué sur une île parce que Livie en a décidé ainsi. Et tout cela profite à qui? Profite à Tibère, le fils aîné de Livie. En fait, son fils préféré c'était Drusus, mais lui aussi il est mort jeune, donc Livie va tout miser sur Tibère, qu'elle va pousser au niveau de la succession. Elle va vraiment faire en sorte qu'Auguste choisisse son fils comme successeur. Et c'est là qu'elle agit très finement, puisque elle se met en position d'être la femme la plus importante de l'Empire pour son mari et pour son successeur. Femme d'empereur et mère d'empereur. Elle avait de l'ambition.
Donc Livie était peut-être une femme fatale, on dit même qu'elle aurait aidé Auguste à mourir. La scène est très simple, Auguste est vieux, très malade, il a plus de 70 ans, il se retire dans sa villa de Nole et il ne mange plus que les figues de son arbre préféré qui est dans son jardin. Il meurt de maladie, hein. À un moment il ne faut pas accuser tout le temps les femmes d'avoir fait des horreurs, mais certains vont quand même raconter que Livie allait empoisonner les figues qu'elle donnait elle-même à manger à Auguste pour être sûre que son fils devienne empereur. Donc cette théorie ne tient pas la route puisque à partir de là, Tibère était déjà le successeur présomptif depuis plusieurs années et la mort d'Auguste ne remettait pas en cause la succession de Tibère. Donc elle était certainement beaucoup moins fatale que ce qu'on peut imaginer, mais c'était une femme avec un très vif caractère, qui ne s'en laissait pas compter et qui tenait à sa place de première dame. Hein, si Valérie Trierweiler avait été aussi avisée que Livie, elle y serait encore à l'Élysée. Passons à la suite. Julie, la fille d'Auguste. Donc je vous ai dit qu'Auguste avait eu un seul enfant, une fille. C'est pas suffisant pour former une dynastie, mais néanmoins, Auguste va faire en sorte de mettre sa fille au centre de ses ambitions dynastiques. Il va faire d'elle le pivot de la dynastie julio-claudienne. Comme je vous l'ai dit, en la mariant une première fois à Marcellus, elle est très jeune, elle a une douzaine d'années, elle n'aura pas d'enfant de lui. La deuxième fois, elle est mariée à Agrippa. Agrippa, c'est l'amiral, le bras armé d'Octave, c'est celui qui a gagné la bataille d'Actium. C'est un homme sur lequel Auguste pouvait réellement compter, c'était son bras droit, vraiment d'une loyauté parfaite, et pour le remercier, il le marie à Julie, permettant ainsi à ses enfants de devenir ses successeurs. Un petit cadeau, une petite promotion en quelque sorte. Et ce mariage entre Julie et Agrippa va être, je surveille l'heure en même temps, va être très fructueux puisqu'ils vont avoir beaucoup d'enfants. Donc Caius et Lucius César, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Agrippine Ière, Julie II et le petit Agrippa Postumus, dont je vous ai parlé également tout à l'heure. Alors on raconte que Julie était une femme qui était très infidèle à son mari, et on lui prête même ce bon mot, qu'elle ne prenait des passagers que lorsque la cale était pleine, ce qui signifiait qu'elle ne trompait son mari que quand elle était enceinte, de manière à ne pas tomber enceinte d'autres hommes, ce qui expliquait que tous ces rejetons ressemblaient trait pour trait à leur père. Je pense que là encore, ce sont des mauvaises langues qui ont écrit ça. Lorsqu'Agrippa est décédé, il faut trouver un nouveau mari à Julie, et là, on sent à nouveau l'influence de Livie. Livie va faire en sorte que Tibère épouse Julie. Comme ça, hop, on verrouille la succession, il devient le gendre d'Auguste. C'est un mariage extrêmement malheureux, parce que Tibère est follement amoureux de son épouse, la fille d'Agrippa, et ça lui fait beaucoup de mal de quitter une femme qu'il aime pour épouser cette dévergondée de Julie, qui en plus devait avoir un mauvais caractère. Ils ont un enfant qui meurt en bas âge, et au bout d'un moment, Tibère, qui se sent très mal aimé à Rome avant d'être désigné comme successeur, va se retirer à Rhodes. Il boude, Tibère boude, il part à Rhodes, il dit « débrouillez-vous sans moi ». Ce qui fait que Julie se retrouve toute seule à Rome, matrone sans emploi. Et Julie, elle a de l'ambition. Elle voudrait bien devenir impératrice quand son père mourra, mais pas avec Tibère. Certainement pas avec Tibère. Julie est au centre d'une véritable coterie d'hommes de toute l'aristocratie de l'époque. Elle fréquente notamment Sempronius Gracchus, descendant des Gracques, elle fréquente aussi Iulius Antonius, le fils de Marc-Antoine, et tous ensemble, ils vont élaborer un plan, se débarrasser de Tibère comme successeur. Mais curieusement, pour se débarrasser de Tibère, il faut aussi se débarrasser de papa. Donc, première étape du plan pour se débarrasser de Tibère, avec son amant Sempronius Gracchus, Julie envoie une lettre totalement injurieuse à Auguste au sujet de Tibère. Tibère va le prendre très très mal, hein, je vous le dis tout de suite. Deuxième étape du plan, Julie change d'amant, ou du moins elle avait son préféré, Iulius Antonius, et ils envisagent tous les deux un coup d'état pour prendre le pouvoir. Et là c'est love story, hein, il faut imaginer le truc, hein, une descendante d'Auguste et un descendant de Marc-Antoine, amoureux, qui prennent le pouvoir ensemble. C'est la réconciliation ultime des ennemis de toujours. Donc c'est très mignon sur le papier, sauf qu'en vrai ça fonctionne très mal, ils vont être pris, et là, Auguste va se montrer impitoyable envers sa fille, il va l'exiler, il n'y aura pas de pardon, tout le peuple romain qui adore Julie va demander à ce qu'elle soit rappelée, qu'on lui pardonne. Auguste dit « je pardonnerai à ma fille quand il y aura le feu sur le Tibre », et vous voyez tous les Romains se précipiter au bord du Tibre et balancer des petites chandelles sur des petites choses qui flottent. On dit « regardez, il y a le feu sur le Tibre, elle peut revenir maintenant ». Non, Auguste est impitoyable, jamais il ne permettra à Julie de revenir. Il va faire assassiner Iulius Antonius, le fils de Marc-Antoine,
Il avait déjà été bien gentil d'épargner sa vie une première fois quand il était adolescent. Là, il est adulte, il sera assassiné. Et tous les amis de Julie, eux, vont être exilés. Peu après, comme je vous l'ai dit, Auguste va mourir. Et Tibère va prendre le pouvoir. Et là, Tibère va se venger. Il va faire en sorte de faire mourir littéralement de faim Julie et Sempronius, qui lui aussi était exilé. Vengeance tardive, mais vengeance quand même. Donc vous voyez que pour les femmes qui ont envie de se lancer en politique dans la famille des Julio-Claudiens, soutenir un amant, c'est beaucoup plus dangereux que soutenir un fils. Mais il y avait une autre Julie, Julie II, la fille de sa mère. Donc Julie II est la fille de Julie Ière, et elle va reprendre exactement le même combat que sa mère après l'exil de sa mère. Donc Auguste est encore vivant à ce moment-là. Elle a un mari, Aemilius Lepidus, d'une grande famille romaine, qui lui est condamné pour crime de lèse-majesté. Il n'avait pas été très gentil avec avec Auguste. Et d'un autre côté, notre Julie II a un amant qu'elle aime beaucoup, qui est Iunius Silanus. Silanus, c'est lui aussi un membre d'une très grande famille de l'aristocratie romaine. Et elle se dit, comme sa mère avant elle, qu'elle ferait bien un coup d'état contre Papy en faveur de son amant pour elle devenir impératrice à son tour. Évidemment, encore une fois, les choses vont mal tourner et le grand-père, Auguste, va être tout aussi impitoyable que pour sa fille. Il va reléguer sa petite fille, il va faire exiler également Silanus. À ce moment-là, Julie II était enceinte de son amant, il va lui prendre l'enfant et il va la laisser tranquillement s'étioler dans son exil. Donc vous voyez qu'Auguste était totalement impitoyable et que les filles de sa famille lui donnaient quand même pas mal de fil à retordre. Heureusement, il y avait Agrippine l'Ancienne, la petite fille parfaite. Donc elle est la fille, comme je vous le disais, de Julie et Agrippa, et elle va épouser Germanicus. C'est le plus beau mariage de Rome de cette époque-là. Là encore, on a un descendant de Marc-Antoine, un descendant de Livie, et de l'autre côté, une descendante d'Auguste. Donc à eux deux, ils concentrent les sangs les plus nobles de cette période. Donc c'est un très très beau mariage. Germanicus est totalement adoré par Rome, c'est vraiment le chouchou des Romains. Il est vraiment pressenti par les Romains comme étant un héritier potentiel parfait pour Auguste. Et Auguste aurait bien voulu choisir Germanicus si Livie n'avait pas lourdement insisté pour que ce soit Tibère. Donc Auguste avait trouvé une parade au moment de l'adoption de Tibère. Il oblige Tibère à adopter Germanicus. Germanicus étant plus âgé que le fils naturel de Tibère, c'est lui qui devenait le successeur de Tibère. Et Auguste pensait ainsi régler les problèmes de succession sur 2 générations. Du moins il le pensait. Les choses ne seront pas si simples. En outre, il va vraiment utiliser ce couple et Agrippine l'Ancienne comme un nouveau modèle de la famille romaine. Donc vous savez qu'Auguste a voulu restaurer les bonnes mœurs. Auguste tenait vraiment à se présenter comme le nouveau champion de Rome et surtout à mettre fin à tous ces excès qui avaient eu lieu avec le contexte social et politique de la guerre civile. Les femmes s'étaient émancipées notamment, elles prenaient beaucoup de liberté, il y avait beaucoup d'histoires d'adultère, ce genre de choses. Donc Auguste organise toute une série de lois favorisant le mariage, sanctionnant très lourdement l'adultère. Je vous rappelle que dans l'Antiquité romaine, il n'y a que les femmes qui sont adultères, les hommes sont complices d'adultère. Ce n'est pas la même chose. Et heureusement, à côté de ces autres petites filles et de sa fille qui sont de véritables débauchées, comme je vous l'ai dit, puisqu'elles veulent donner le pouvoir à leurs amants, heureusement, il y a Agrippine l'Ancienne. Elle suit son mari partout dans ses campagnes militaires, il passe un certain temps sur le Rhin, enfin c'est vraiment, elle est parfaite, voilà. Elle est tellement parfaite qu'elle est capable d'endiguer un coup d'état, pas un coup d'état, mais à un moment sur le Rhin, il y a la garnison qui est restée, la garnison de base qui est restée dans le camp, et Germanicus qui est parti faire un raid contre les Germains. Et les militaires restés au camp de base commencent à avoir très très peur. La rumeur dit que Arminius va attaquer, du moins les Germains arrivent. Ils veulent couper le pont qui traverse le Rhin, et ce pont qui était le seul passage qui permettait à Germanicus avec ses hommes de revenir dans le camp. Ils veulent détruire le pont pour pouvoir se protéger des Germains. Et c'est Agrippine, une femme, qui va réussir à faire entendre raison à des militaires. Donc c'est pour vous dire qu'elle avait quand même un certain charisme et qu'elle était respectée par les hommes romains. Et Auguste en fait également un modèle de matrone parfaite.
puisque le but d'Auguste, c'est de demander aux femmes romaines, qu'on peut appeler citoyennes par facilité, de faire des enfants pour perpétrer les Romains. Donc le but des femmes romaines, c'était de faire des enfants, au moins 3. Et si elles en avaient 3, elles gagnaient l'émancipation juridique. Belle récompense pour 3 enfants, en sachant qu'on risque sa vie à chaque grossesse et chaque accouchement dans l'Antiquité. Mais, effectivement, Agrippine était une femme extrêmement féconde. Elle a eu 9 enfants, dont 3 sont arrivés à l'âge adulte, et parmi eux, le célèbre Caligula, que vous connaissez évidemment. Donc, Agrippine est érigée en modèle, et c'est vraiment le contrepoint de Julie II, sa sœur, et de Julie Ière, la fille d'Auguste. La seule femme, en fait, sur laquelle Auguste pouvait compter, cette petite fille qui était sa préférée. Formidable, je vais tenir les délais incroyablement. Donc, la politique dynastique d'Auguste a vraiment été une affaire de femmes. Ça, ce n'est pas Auguste qui l'a choisi, c'est vraiment une pénurie d'hommes dans cette famille qui a obligé Auguste à articuler sa politique dynastique autour des femmes de sa famille. C'était un pari extrêmement difficile, surtout comme je vous l'ai dit, dans la mesure où les Romains détestent le terme de royauté, qui pour eux est très vite associé à la tyrannie, et qu'il fallait instaurer une dynastie tout en donnant l'impression qu'en réalité, le pouvoir revenait aux plus méritants, toujours de la famille d'Auguste, le plus méritant, et que l'on conservait en façade une diarchie avec le Sénat. Donc Auguste a instrumentalisé toutes les femmes de sa famille, Octavie d'abord, sa sœur, qui va pouvoir effectivement servir d'alliance avec d'autres hommes, Julie Ière, qui va être, donc sa fille, qui va être vraiment le ventre de son père, la productrice d'héritiers, ce qui va très mal se passer évidemment comme je vous l'ai dit, Julie II, qui elle aussi va faire exactement le même genre de coup d'état que sa mère, et qui va échouer de la même manière, Livie, qui a vraiment été un appui politique pour Auguste, et enfin Agrippine Ière, qui va, elle, être parfaite durant le principat d'Auguste, mais qui va insidieusement reprendre la lutte de sa sœur et de sa mère une fois que Tibère sera arrivé au pouvoir. Agrippine, si parfaite, après la mort de Germanicus, va reprendre les coteries anti-Tibère et essayer de faire partir Tibère du pouvoir, ce qui se passera extrêmement mal, puisque Tibère était un homme particulièrement vindicatif, et elle qui était si parfaite, si aimée à Rome, va finir exilée avec ses 2 fils aînés, battue par les militaires de Tibère qui vont même jusqu'à lui arracher un œil, et elle va mourir en disgrâce elle aussi. Donc finalement, vous voyez que toutes ces femmes ont eu des destins assez tragiques, qu'elles ont toutes fini en disgrâce pour avoir voulu jouer leur rôle sur la scène politique. Parce que les femmes romaines n'avaient pas à avoir de rôle sur la scène politique. Or, elles l'ont tenté, elles ont joué ce jeu du pouvoir, elles ont toutes perdu, sauf Livie. Sauf Livie, qui est la grande gagnante de ce jeu de dames, puisque elle, Livie, va devenir Augusta après la mort d'Auguste. En fait, donc Auguste, c'est le véritable terme qui désigne l'empereur dans l'Antiquité romaine. Imperator, c'est le chef de guerre. Donc on ne peut pas appeler l'empereur au sens où nous l'entendons par le terme imperator. Augustus, c'est le véritable terme qui désigne l'empereur. Et pendant toute la vie, tout le principat d'Auguste, pendant tout le temps où il a été au pouvoir, Livie faisait office de première dame, mais elle n'avait pas le statut d'impératrice. En revanche, lorsque Auguste va mourir, il va adopter par testament sa propre femme. Et comme c'est une adoption, oui c'est bizarre mais c'est comme ça qu'on faisait. Et par cette adoption en fait, il fait un très beau cadeau à Livie, il lui donne son nom, et lui donner son nom, c'est lui donner le nom d'Augusta. Donc Livie devient Augusta, pour la première fois, elle devient officiellement impératrice. Et ça c'est vraiment un très beau cadeau qu'il lui fait, puisqu'il va nommer la fonction d'impératrice pour la première fois. Et cette femme sur laquelle il a pu compter pendant toute sa vie, qui était à ses côtés, même si elle devait pas être facile tous les jours et qu'elle a vraiment fait en sorte de choisir l'héritier d'Auguste, va donc passer 52 ans aux côtés d'Auguste, et encore un certain nombre d'années en tant que première dame de l'Empire avec son fils. Donc finalement, on voit que dans l'Antiquité romaine, le seul moyen de durer quand on veut être à la tête de l'État et qu'on est une femme, c'est de faire en sorte que son fils devienne empereur. Pas son amant. Ça ne marche jamais dans l'histoire romaine. Donc elle est la première femme à porter le titre d'Augusta, donc elle va être vraiment
la fondatrice du statut d'impératrice, mais Auguste va lui faire un second cadeau a posteriori. Auguste va être divinisé, il va être élevé au rang des dieux, et notre Livie va devenir pour la première fois la prêtresse du divin Auguste. Donc elle cumule deux nouvelles fonctions qui tombent dans les mains de l'impératrice, donc cette fonction d'impératrice officiellement, et une fonction religieuse de prêtresse d'un divus, de quelqu'un qui a été divinisé. Or, à Rome, la religion est quelque chose qui fait réellement partie du quotidien. L'empereur est Pontifex Maximus, c'est le premier des prêtres. Donc avoir une légitimité religieuse pour prendre des décisions politiques est quelque chose d'extrêmement important. Les femmes ne sont pas prêtresses à Rome, à part les Vestales, qui sont un cas particulier. Les femmes n'ont aucun poids sur le plan religieux. Et là, Livie devient la femme la plus importante en termes de religion et en termes de politique. C'est vraiment la fondation du statut d'impératrice. Donc finalement, celle qui a gagné la bataille de ces femmes pour la succession d'Auguste, c'est Livie, et c'est elle qui va finir par devenir un modèle pour la grande majorité des futures impératrices qui vont suivre. Elle était un modèle également pour Agrippine, dont je vous parlerai au prochain Café Histoire, et un modèle pour bien d'autres. Et ce qui a fait que Livie est la grande gagnante de ce jeu de dames, c'est que elle a œuvré en politique, mais toujours en coulisses. Elle n'a jamais mis en scène son pouvoir politique. Et c'est ça qui a fait qu'elle a duré aussi longtemps, contrairement aux autres qui ont voulu participer plus activement à la politique et qui se sont mis en scène dans ce rôle. Donc voilà, 45 minutes. J'ai tenu les délais de manière militaire, j'ai parlé très très vite. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour les questions.